Par exemple, Françoise, est-ce que tu pourrais nous rechanter cette petite musique de tout à l'heure? Voilà, ça c'est une petite phrase. Elle dit la gloire. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors je peux anticiper quelque chose. Je peux lui demander, quand je dis lui demander, c'est-à-dire demander à la composition musicale, peut-être de commencer avant, histoire de donner quelque chose qui serait d'ordre anticipatif, quoi. Par exemple, voyons le hautbois. Est-ce qu'il pourrait me jouer sa première note, un do dièse par exemple? Voilà. Maintenant, tu vas recommencer avec Françoise. Vous avez entendu? Là, nous avons un instrument qui devient quelque chose avant la voix, qui va renforcer la voix. Mais ça ne me suffit pas encore. J'ai besoin de quelque chose qui indique une décision un petit peu autoritaire, quelque chose qui saisisse, qui vous saisisse un petit peu. Alors là, je vais avoir besoin d'un violon, par exemple. Vous voyez, ce violon-là a joué un pizzicato sur cette note, et puis s'est reposé sur un tri, c'est-à-dire reposé en sens qui rebondit en arco sur une note triée. On entend pim, ti, comme ça. Alors je vais mettre ces trois choses-là en même temps. Philippe, là, il va falloir que tu fasses de l'ordre. Mais en même temps, quelque chose ne me satisfait pas, là. C'est pas, c'est pas mal, mais il y a, j'ai besoin d'attente, j'ai besoin d'une question, j'ai besoin d'interrogatif. Alors je vais prendre un instrument que j'aime beaucoup, qui est la trompette. Et sur cette trompette, vous savez que Debussy disait qu'il ne fallait jamais oublier que les cuivres étaient des instruments extrêmement doux. Et j'utilise souvent la trompette de façon très douce, comme ça. Et alors, je vais lui faire jouer avec une sourdine, une chose assez simple. Vas-y, Fabrice. Et maintenant, on va jouer, Fabrice et Marie, vous allez jouer juste vos deux entrées, là. Vous voyez comme ces deux instruments, le violon et la trompette, qui sont apparemment antagoniques dans leur fonction, cohabitent très très bien. Mais maintenant, on va mettre tout le monde ensemble sur ces deux, trois premières mesures. Alors à ce moment, nous avons le début. Nous avons le début de la pièce. C'est-à-dire que le début, c'est ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les choses ne vont pas nécessairement se passer aussi simplement. Un ordre dans les notes, c'est créer un autre ordre et impose un champ d'ordre. C'est un peu comme avec les concepts et leurs mots, mais en musique, nous sommes peut-être plus libres, car nous pouvons changer l'angle de la projection des idées, voire même toute la disposition. La question qui s'est alors posée pour moi dans cette pièce, et vous allez l'entendre très vite, semble relative à l'espace harmonique. Immédiatement, je vais tenter de gauchir cet espace, c'est-à-dire de faire dévier et diviser très légèrement deux espaces presque opposés dans leur nature, l'espace harmonique entier. Philippe, vous allez jouer tous jusqu'à la mesure 13. Et pour ceux qui lisent la musique, je vais tourner les pages.
voyez cet espace. On va revenir, on va réécouter cette petite musique. Vous voyez là, imaginez, c'est le premier espace. Évidemment, tout ça est très métaphorique nécessairement, hein. Ça veut dire que ce dessin-là, qui semble comme une perspective enfin, assez fausse, évidemment, doit être regardé de gauche à droite. C'est-à-dire que chaque espace que vous voyez est décliné par un autre derrière. Et c'est la ligne qui est d'entre ces espaces qui m'intéresse, hein. Et la musique que vous avez entendue, là, de la mesure 1 à 13, en fait, passe d'une structure de cet ordre-là à celle-là. C'est-à-dire que toujours derrière un ensemble harmonique, il y a un autre ensemble harmonique. C'est un petit peu comme un reflet. Même si vous n'êtes pas musicien, il n'est pas très important que vous compreniez effectivement les notes qui sont écrites, mais chacun des espaces est vu en biais. Ça, c'est une technique que j'utilise et que j'adapte régulièrement à toutes mes pièces. Aujourd'hui, elle est devenue très, très complexe et elle est capable de produire beaucoup plus d'oubli qu'auparavant parce que je peux enchaîner des cycles comme ça mélodiques qui sont presque, j'allais dire, sans avenir, tant ils ont de possibilités, n'est-ce pas? Donc il importe que vous représentiez un monde harmonique stable, un petit peu comme si vous étiez sur un piano, que vous serviez de vos 10 doigts, et que derrière cet instrument, peut-être, il y a un autre instrument qui est en diagonale, comme ça, et qui permet de voir diagonalement un autre champ harmonique, un peu comme en photographie, ce qu'on appelle la profondeur de champ. C'est-à-dire que vous avez une chose qui est nette devant, mais qui est nette aussi derrière, mais qui est beaucoup plus loin, et qui est encore plus nette derrière, et qui est toujours nette. Il n'y a pas de zone floue. C'est une technique sur laquelle je reviendrai. Et par exemple, dans la pièce Comédia, le chant, le double chant est exprimé très vite. Je vais demander au musicien de jouer l'accord, le musicien suivant, flûte, hautbois, alto, la mesure, juste la levée de 4, par exemple, juste cet accord, comme ça. Voilà. Voilà. Est-ce que vous pouvez rechanter juste votre première phrase, tous ensemble? Écoutez bien. Même si vous n'êtes pas habitué, vous allez sentir la différence. Vous allez bien entendre que ce chant harmonique est totalement différent du premier, qui est celui-là. Oui, oui, le début. Là, vous entendez le premier, le deuxième, et derrière cet accord qui semble un petit peu de travers et qui du reste est par la suite qui va se construire en micro-intervalles, c'est-à-dire en utilisation microtonale, les intervalles plus petits que le demi-ton. On va refaire le même exercice qui est très simple avec pour flûte au bois, clarinette basse et violon alto sur la levée de 11. Si je fais entendre ces accords un peu mystérieux comme ça, c'est parce que vous allez voir comment votre inconscient, enfin, c'est pas inconscient ce genre de choses, mais comment votre deuxième oreille, votre oreille de derrière, va pouvoir réconcilier ces deux espaces qui vont toujours cohabiter et qui vont produire cette écoute très, très particulière dans Comédia qui nécessite comme de ne jamais, au fond, réunir ensemble ces deux espaces, mais au contraire de cohabiter avec. Là, on va continuer
mesure 13. J'aimerais que joue seulement flûte au bois, clarinette, basse et trompette. Ah non, et violon, c'est-à-dire tous les instruments sauf Françoise. Vous voyez, on est passé d'un ensemble assez droit, comme ça, mélodique. Ne vous inquiétez pas, vous allez entendre la pièce en son entier. Je veux juste que votre oreille s'habitue progressivement à quelques éléments de langage et vous expliquer comment ce langage est conçu. Par exemple, ici, vous aviez ce phénomène de chant harmonique diagonal. Même si vous n'êtes pas musicien, vous pouvez comprendre ce qui se passe, ne serait-ce qu'en voyant cette image. Vous pouvez visionner votre espace si vous étiez dans une... Imaginez que cet ensemble est un ensemble de troisième dimension. Je dois du reste avoir quelques particularismes assez particuliers, on va dire, puisque je sais que, par exemple, au cinéma, je me mets toujours sur les sièges de gauche. J'aime toujours regarder dans cette direction, de la gauche vers la droite. Je ne sais pas quelles incidences ça peut avoir sur... Enfin, voilà, c'est une question. C'est vrai que je vois beaucoup mieux quand je suis comme ça, en biais dans cet axe-là. Donc, beaucoup de choses, non, mais c'est vrai, beaucoup de choses dans ma musique relèvent de... Je ne sais pourquoi, de cette caractéristique un peu particulière. Alors, pour ceux qui seraient musiciens ici, et je m'en excuse auprès de ceux qui ne le seraient pas, je montre quelques autres documents ici qui peuvent les intéresser parce qu'ils montrent comment les enchaînements harmoniques, comme des rotations, un petit peu comme une mécanique de montre. Je suis par ailleurs assez passionné de mécanique horlogère. Enfin, je n'y connais rien, mais j'aime beaucoup ça parce que il y a beaucoup d'enchaînements. La question de l'engrenage et de la complexité en horlogerie est quelque chose de très très fascinant conceptuellement. Et ces modes, ces groupes de notes s'enchaînent selon des figures circulaires qui, à chaque fois, sont déclinés dans des espaces de rotation. Par exemple, ici, cet espace-là, vous voyez, cette petite groupe de notes, vous voyez, en fait, s'est déplacé de façon diagonale de celui-là d'ici vers là. Par exemple, ce ré dièse est devenu un mi bécard, ce mi est devenu un sol, ce sol est devenu un do dièse, et il y a un ajout un petit peu comme dans les chaises musicales. En fait, ce do dièse est devenu un ré bécard. Après, j'ai une petite règle que je ne vous ai... Excusez-moi parce que je ne vois pas très bien. Après, il y a des petites règles internes qui sont des jeux et qui permettent d'inventer en permanence des systèmes de hauteur. Par exemple, vous voyez, c'est un carré qui tourne. La musique peut être lue comme ça, vous voyez, dans ces sens-là. C'est-à-dire que vous pouvez la lire comme ça, vous pouvez la lire comme ça. Ça peut tourner, ça peut se retourner complètement. Donc, vous pouvez changer la clé aussi. Après, ici, on a un total. Je ne sais plus trop ce que j'ai fait là, mais il doit y avoir une raison. Et oui, il y a une raison, naturellement. Le plus important, c'est de constater que l'enchaînement des hauteurs, vous voyez, par groupe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donne ce matériel dans lequel moi, je vais composer ma propre musique. Et si je reviens à ce que je disais tout à l'heure avec la question de l'oubli, c'est que un tel système, c'est en tout cas celui que j'utilise aujourd'hui. Par exemple, ce que vous voyez au fond ne relève pas de la partition qu'on va entendre tout à l'heure. Si j'ai fait ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai inventé ce système qui me permet en permanence de générer automatiquement des hauteurs et des rythmes et de me créer un matériel capable de générer la propre perte de ses origines. Voilà, c'est une dérivation perpétuelle.
Là, on a un système encore un peu plus détaillé, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, avec les rotations. Cela vient aussi de... Les mathématiciens connaissent très bien ça, des groupes de Klein que Xenakis utilisait beaucoup. Et celui-ci est assez amusant parce que c'est un groupe à 7. Il y a 7 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est un système qui peut tourner sur lui-même comme une toupie et générer en permanence ses propres modes. Celui que vous voyez là, en fait, c'est une chose très ancienne. Je ne sais pas si c'est de... Je n'ai pas réussi, il faut me pardonner parce que je ne suis pas très ordonné sur mes propres manuscrits, mais je crois que c'est quelque chose de l'époque de Commedia. C'est pour ça que je voulais amener. Les musiciens verront que les axes qui sont après déployés sur des partitions donc, traditionnelles, là c'est un matériel hors temps, comme disait Xenakis, qui me permet de bâtir mes spectres. Enfin, ce n'est pas des spectres en fait, parce que la musique spectrale c'est tout autre chose. Mais en tout cas, l'ordre dans lequel moi-même je peux composer et à chaque fois me référer à un espace harmonique différent. Vous voyez ? Par exemple, imaginez que le premier système de Commedia que je vous ai fait entendre relève de cette ligne-là et que le deuxième est de celui-là et le troisième, et on va retrouver cette première figure que je vous ai montrée au début, exprimée de façon très figurative et métaphorique, voire allégorique, dans un dessin comme celui-ci. On va maintenant faire une chose très simple. C'est une pièce qui est composée sur un poème de Dante, 3 textes qui viennent du paradis. Alors, je vais encore faire cette manœuvre, pardon. Le chant 1, le texte est évidemment en italien, je vais vous le lire. La gloire de celui qui meut toutes choses pénètre l'univers et resplendit davantage en un point et moins ailleurs dans le ciel qui prend le plus de sa lumière. Je fus et vis des choses qui ne sait ni ne peut redire, qui descend de là-haut. Car, en s'approchant de son désir, notre intellect va si profond que la mémoire ne peut l'y suivre. On va entendre là la première pièce de Commedia.
Vous voyez, là, vous avez la première pièce donc, qui dure quelques minutes. Et avant que l'on entende la pièce en son entier, je vais vous présenter quelques caractéristiques concernant ce petit orchestre. Par exemple, il n'y a pas de grave, sauf la clarinette basse à qui sera confié le soubassement de la pièce. J'ai compris plus tard, alors que cette musique était finie, que je cherchais un instrumentarium proche de la tessiture de la voix, même si évidemment une voix ne peut pas rivaliser dans l'aigu avec un violon. Ainsi, si l'on détermine les caractéristiques de chaque instrument, on s'apercevra qu'on peut ajouter, on peut adjectiver, si je puis dire, chaque instrument. Par exemple, la flûte est lisse. Le hautbois est granuleux, un peu râpeux. La clarinette basse est un instrument rond et homogène, mais capable de stridence, le seul instrument pouvant aller dans des registres très opposés, ici en tout cas. La trompette peut être un instrument acide, bêtement héroïque, pardon Fabrice, et extrêmement douce. Le violon est l'instrument que vous connaissez toutes et tous naturellement, mais c'est un instrument qui peut balayer des systèmes tempérés et non tempérés, micro-intervalliques, avec une facilité extraordinaire. Par exemple, dans ce que vous avez entendu, et je vais vous donner un exemple, je vais vous le figurer auditivement tout de suite, le violon est capable d'entrer dans des intervalles très petits qui vont vous faire perdre presque la référence harmonique de l'ensemble de la pièce. Quand j'ai besoin de perdre un petit peu une stabilité harmonique, je vais toujours vers les instruments à cordes. L'alto, qui est là, à droite de Philippe, le chef, c'est comme un violon, si j'ose dire. Mais les altistes n'aiment pas qu'on dise ça, et les violonistes encore moins. Mais l'alto est un instrument que j'affectionne particulièrement parce qu'il a vraiment quelque chose de... Il a une raucité, il a un caractère rauque que n'a peut-être pas le violon, et en tout cas un peu plus grave que le violon. Au fond, pourquoi j'explicite ces choses auprès, et je m'en excuse auprès des musiciens, surtout des gens qui n'auraient pas ces connaissances-là. Nous avons là une petite machine à produire une très grande variété de sons proches de la voix humaine. Et le manque de grave auquel je confie la composition de cette pièce, c'est-à-dire auquel je me réfère, je choisis de ne pas avoir beaucoup de grave, va créer une asymétrie, c'est-à-dire ce que moi j'appelle un point de vue diagonal. Ça veut dire que ça va me donner un déséquilibre comme ça sur la gauche de l'espace. Ainsi, l'espace harmonique va toujours osciller entre une très grande clarté modale et un espace gauchi par les micro-intervalles. Tout à l'heure, je donnais des exemples à propos de ces espaces que je vous ai montrés, et de mes caractéristiques comme cinéphile, mais j'aime aussi beaucoup les espaces géométriques non réguliers, type Piazza Campidoglio à Rome, ou la célèbre place de Sienne, où vous arrivez sur le côté et que vous découvrez au dernier instant. Regardez en angle sur la gauche, toujours privilégier la vision par le côté plutôt qu'en face. Par exemple, la prise de vue photographique est quelque chose qui me passionne énormément, et je vous montrerai des photographies. Relève toujours chez moi d'un déplacement du cadre. Regardez de gauche à droite dans le viseur, et peut produire un angle d'appréhension du monde toujours extrêmement différent. Donc, évidemment, dans la musique, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de diagonale. Mais tout ça relève, une fois, de la question de la représentation et nous ramène au premier mot que j'ai, au premier paragraphe de ma leçon de ce soir, si je puis dire,
quand je me demandais, mais comment c'est, comment on pense, comment on entend. Voilà, nous y sommes. Et ce que cela produit, c'est peut-être également un auditeur plongé presque à son corps défendant dans une écoute de travers. Et cela peut nécessairement et éventuellement produire un léger trouble à l'écoute. Et pourtant, ici, la voix, dans cette pièce, et je reviens à Comédia, va s'obstiner à rester dans un espace presque modal, assez ferme dans sa structure mélodique. En revanche, l'écriture de l'équilibre sera confiée à la forme, divisée en 3 parties, comme si la pièce cherchait son équilibre entre une impossible symétrie et un équilibre topographique. Par exemple, la question du triptyque est, comme vous le savez, fondamentale dans l'expression picturale. Je ne me hasarderai pas, évidemment, à faire une quelconque solo sur cette question, mais enfin, je suis aussi quelqu'un qui regarde la peinture. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie de la pièce et la troisième, presque en même temps, en vous présentant tout de suite un espace complètement différent, qui est ce que j'appelle un espace creusé. Voilà, merci. Ici, je dis espace creusé parce que l'instrumentation va chercher des sonorités presque opposées à la nature des instruments qui les produisent. Par exemple, la trompette, encore une fois, utilise à ce moment-là une sourdine assez particulière qu'on appelle la sourdine harmone. Mais écoutez à nouveau le son. Magnifique, non? J'aime beaucoup. Vous voyez, il joue le timbre comme un petit peu dans l'exemple de la voix que Françoise vous donnait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une voix, à ce moment-là, qui va changer sa propre couleur. Avec la sourdine et la main qu'il met sur la sourdine, il va créer ce son très, très, très animé, comme ça, très, très vocal, et en même temps tout à fait à l'opposé de sa nature propre, si on dit, puisque évidemment la trompette ne nous a pas habitués à sonner comme ça. Le piccolo, lui, est un instrument que j'aime énormément. J'ai beaucoup écrit pour piccolo dans certaines pièces. Il a un rôle très important jusqu'à même, je lui ai confié un rôle dans mon opéra Perella qu'on a créé à la Bastille. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui joue du piccolo. Donc on ne pourra jamais m'en vouloir de dire que le piccolo, par exemple, est un instrument grêle. Écoutez le piccolo, mesure 1, 2, 3. Alors,
voyez, moi j'aime beaucoup ce son-là, et en même temps, il a quelque chose toujours d'un petit peu oriental, mais au sens, je dirais, presque asiatique. Il est toujours, c'est un instrument qui, je ne sais pas pour quelle raison, en tout cas moi, quand je l'écris, qui garde toujours cette consonance. Et on a un autre instrument au milieu, donc, pardonnez-moi, je termine sur le piccolo. Oui, le piccolo a cette petite sonorité. Là, il est dans un registre qui n'est pas son registre de prédilection, mais mes enfants, aujourd'hui, ils n'ont aucun problème pour jouer dans ce registre-là, puisque le piccolo était un instrument traditionnellement confié aux très très suraigus, et un piccolo peut dominer un orchestre symphonique sans problème, si tant est que vous le mettez dans le bon registre. Mais là, disons que la musique au XXe siècle a acquis peut-être un territoire que nos merveilleux et très pesants ancêtres, qui continuent à nous accabler de leur gloire, leur avaient confié à cet instrument. Mais écoutez le cor anglais, par exemple, comme au fond, il est peut-être pas si loin d'un autre instrument. On va jouer maintenant la ligne de la trompette et du cor anglais seulement. Vous voyez comme ces deux instruments ont une sonorité qui presque, non pas se confondent, mais relèvent de la même expression phonatoire, quoi, si je puis dire. C'est presque deux voix. Ça me surprend toujours beaucoup. On va jouer maintenant les trois instruments ensemble. Et la voix va entrer dans ce contexte. Et puis, jusqu'à la mesure 36, disons 37, début 37, Philippe, j'aimerais qu'on réentende, enfin oui, 37, juste comme ça, pour, encore une fois, vous montrer l'anticipation de cette pièce. Voilà. Ici, outre que je m'aperçois qu'il est déjà 7h moins 20, on aborde en fait deux univers extrêmement différents. C'est-à-dire que la voix est toujours en charge, et maintenant on va écouter la pièce en son entier. La voix est toujours en charge de, je dirais, de restabiliser les éléments qui existent autour. Mais auparavant, j'aimerais qu'on écoute deux exemples qui vont être très clairs. Est-ce qu'on peut jouer, Philippe, mesure 41 jusqu'à mesure 40, fin 51? Vous voyez comme cet espace est stable, les musiciens avancent ensemble, c'est comme si un piano jouait, imaginez un piano qui joue, comme ça toutes les notes se jouent en même temps. Donc cet espace comme ça, très, très, très soutenu harmoniquement et très presque rassurant, si je puis dire, pour nos oreilles, va pourtant s'enchaîner dans ce que j'appelle
un espace bruit ou un espace poudré, c'est-à-dire où l'harmonie est moins stable et est constituée d'occurrences et d'effets musicaux beaucoup moins, encore une fois, oui, stables. C'est-à-dire que la technique des bords utilisée à ce moment-là est une technique plus floue, c'est-à-dire quelque chose qui va solliciter de l'oreille une beaucoup plus grande d'autres systèmes de distinction sonore. Hein. Par exemple, est-ce que on peut avoir juste le violon et l'alto, pardon, mesure 54 et jouer jusqu'à 57, comme ça suffira. Voilà, merci. Donc vous voyez, comme tout à coup, ces matériaux comme ça, presque extra-européens finalement, parce que ce sont aussi des sonorités qui appartiennent déjà au langage de la musique depuis maintenant une cinquantaine d'années en Occident, je dirais. Ce sont des effets musicaux que même Bartók utilisait naturellement, et beaucoup Bartók du reste, c'est-à-dire la façon de tenir l'archet, de changer le chevalet, d'entretenir le timbre, tous ces éléments-là existaient déjà. Mais souvenez-vous de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire cet accord, cette stabilité, et qui tout à coup va générer son contraire, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est comme si la matière, à ce moment, avait oublié, encore une fois, son propre parcours. Et pourtant, le chemin crée ce parcours, crée l'œuvre, comme disent les spécialistes, mais que cette perte de la matière est inscrite dans un processus de devenir, d'avenir, et la voix, là-dedans, à l'intérieur de ça, est chargée toujours de la récupération de ces deux espaces. Hein. C'est que la soprano, Françoise, est en charge toujours de l'héritage et de la gestion de ces deux ensembles et ces deux espaces opposés, harmoniques, qui existent dans cette petite pièce. Alors évidemment, ceci n'est qu'un exemple. Ça veut dire que dans d'autres partitions et dans d'autres questions qui m'occupent aujourd'hui, ces notions-là ont beaucoup évolué. J'aborderai ces questions avec vous, j'espère, au cours des leçons à venir. Pour l'heure, le temps passe et je vais donc être dans l'obligation de vous laisser jouer la pièce entière. Juste un instant sur le texte. Technologie. Donc, alors, le texte est important néanmoins. Il est vrai que la forme souvent s'accorde peu à l'intention de l'art, parce que la matière est sourde à lui répondre. Ainsi, de ce trajet s'écarte parfois la créature, qui a pouvoir de se plier, pousser pourtant d'autre côté, comme on peut voir tomber du feu d'un nuage, si le premier élan se tord à terre par faux plaisir. Ne t'émerveille pas plus, si je comprends bien ta montée, que d'une rivière, si de haute montagne elle descend vers la vallée. Et le dernier texte, puisque c'est une troisième pièce que vous entendrez après celle-là, je vous en ferai une petite réduction tout en vous disant que j'ai utilisé ce texte-là dans mon opéra Faustus, donc presque 15 ans après, et je prête ces mots à Méphistophélès qui s'adresse à Faustus et qui lui dit, mais c'est là nous aurons Françoise, tu t'alourdis toi-même avec des idées fausses et ne peux voir choses que tu verrais si tu les secouais. Tu n'es pas sur terre comme tu crois, mais la foudre, en fuyant son séjour, court moins vite que toi, tu y retournes.